Rebonsoir, ça a coupé. Donc, confiance en soi, relation toxique. Un vaste sujet. Je vais commencer par un exemple en fait d'un ami qui, voilà, il avait un super poste dans une entreprise française, là, une entreprise qui faisait vraiment de la technologie de pointe de manière industrielle. Donc lui, en fait, il était chef du service, d'un service qui avait vraiment une importance importante dans cette entreprise. Et donc, son service fonctionnait bien, il avait tout à fait sa place là où il était, ses collaborateurs ne se plaignaient pas de lui, lui il se plaignait pas de ses collaborateurs, parce qu'en fait c'est lui qui les choisissait, bref, le service tournait impeccablement. Et puis en fait, la hiérarchie de l'entreprise a décidé un jour de faire en sorte que eh bien, certains éléments de l'entreprise qui peut-être leur coûtaient trop cher, ou peut-être qu'ils avaient des personnes à placer, eh bien en fait dégagent, parce que c'est exactement le terme qui convient, c'est-à-dire qu'ils ont embauché justement un chef du personnel, un des directeurs exprès. Donc c'est des stratégies d'entreprise qui se font depuis des années et qui se font encore aujourd'hui, et puis je pense que ça n'a pas fini d'exister, c'est-à-dire qu'ils vont embaucher des gens exprès pour se débarrasser d'un certain nombre de personnels qui les dérangent. Et donc lui, en fait, pendant 1 an et demi, il a subi du harcèlement au travail. Alors ce harcèlement au travail, ça consistait en quoi? Eh bien, c'était lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets. C'était par exemple quand ils se croisaient au self à la cantine, l'autre, il se croisait comme ça, ils avaient chacun un plateau, l'autre le traitait de connard. En fait, le harcèlement, là, c'était du quotidien sur son lieu de travail, c'était une pression permanente qui était exercée, donc c'était vraiment, je dirais, un rapport toxique avec ce supérieur hiérarchique, sachant que ce supérieur hiérarchique, ou les autres supérieurs, n'avaient rien à lui reprocher concrètement par rapport à son travail. C'était juste le fait qu'il voulait qu'il dégage. Ça a duré 1 an et demi, et puis un jour il va voir son médecin, et puis son médecin lui dit bah, dites-moi, monsieur Untel, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes limite à faire un burn-out là vous êtes un peu dépressif Alors lui il dit bah non, pas spécialement, bon, voilà. Et puis une semaine se passe, et puis en fait, il arrive à un moment où il doit être en vacances, et là, il se dit, ouais, en fait, il y a vraiment un truc qui va pas dans mon entreprise par rapport à mon employeur. Je vais aller à l'inspection du travail. Donc, il est allé à l'inspection du travail à Nantes. Et ce qui se passe, c'est que là, quand il est arrivé devant la secrétaire qui est au service de l'inspection du travail, mais il était complètement métamorphosé parce qu'il était quasiment en état de choc. C'est-à-dire que pour son cerveau, c'était ces personnes-là qui allaient pouvoir le libérer de tout ce qu'il subissait depuis 1 an et demi. Il a carrément fait un malaise. Donc là, du coup, à l'inspection du travail, ils ont quand même vu qu'ils avaient affaire à une personne qui est arrivée au bout du bout, quoi. Là, on parle de burn-out peut-être, mais ça va, je dirais, pour moi, vraiment au-delà. C'est vraiment un état de choc. C'est vraiment quelqu'un qui n'en pouvait plus, quoi. La coupe était pleine. Donc il y a eu enquête, ce supérieur hiérarchique a été vu par des psychologues de l'inspection du travail, par plusieurs. Ils ont tous déduit la même chose. En fait, cet homme-là était quelqu'un qui était très dangereux par rapport au poste qu'il avait, puisqu'il a reconnu les faits, il a reconnu qu'il insultait, mais c'était pour jouer. Il a reconnu plein de choses en fait qui lui mettaient la pression, mais c'est pareil, c'était entre eux, c'était rien en fait. Mais les psychologues sont pas dupes. Ils ont pu déterminer que cette personne était vraiment très très nocive, très très toxique pour lui, mais aussi pour d'autres personnes dans l'entreprise. Il y a eu un procès. Ça a mis 1 an et demi avant de se résoudre, mais il a eu gain de cause et il a eu des indemnités, sauf que ça laisse des traces. Parce qu'en fait, c'est une personne qui aurait très bien pu se suicider, tellement elle avait reçu des pressions énormes, des pressions psychologiques, parce qu'elle a été complètement détruite. Et c'est ça justement où des relations toxiques, c'est à ça que peuvent mener des relations toxiques, c'est-à-dire que des personnes peuvent vraiment se sentir détruites. Alors je vais approfondir le sujet parce que moi quand j'en ai, je me cale justement à cette sensation d'être détruite et après il faut récupérer tout ça, quoi. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser sur le chat ou des réflexions, n'hésitez pas, parce que les réflexions, du coup tout le monde en profite. Et puis les questions, si je peux y répondre, j'y réponds avec grand plaisir, quoi. Moi je fais les lives, c'est pour vous. C'est aussi pour moi parce que je prends beaucoup de plaisir à faire les lives, mais c'est avant tout pour vous, quoi. Donc, dans ce genre de situation où ça dure 1 an et demi et au bout d'un moment la personne elle pète un câble,
vous imaginez bien que ça va pas se remettre en effet en une semaine ou en 10 jours. Lui, il a fallu 1 an et demi pour qu'il s'en remette, quoi. Et comme il m'a dit, il y a un moment, il était avec sa compagne, et à la limite, elle lui demandait de planter juste un clou dans le mur pour accrocher quelque chose. Il était là, c'était un vrai légume, quoi. Il était incapable d'agir, de passer à l'action, et ça a duré des mois et des mois, quoi. Alors aujourd'hui, il a retrouvé entièrement ses pleines capacités, parce qu'il a fait énormément de travail sur lui, il a aussi évolué, pris du recul par rapport à tout ça, il a eu gain de cause aussi grâce au procès, donc en fait, psychologiquement, ça permet d'admettre que la position de victime qu'il avait était tout à fait justifiée, il a été reconnu dans ses souffrances, donc en fait, ça facilite, je dirais, le retour à l'état normal de santé. Mais pour des personnes qui vont vivre des situations, je dirais, moins intenses, moins violentes, mais qui peuvent être aussi très destructrices, eh bien, il n'y aura pas forcément de procès, il n'y aura pas forcément de deuil ou de reconnaissance de la part de l'acteur public, je dirais, par rapport à la souffrance qu'a pu vivre la personne. Et là, ça peut être plus compliqué pour justement la personne de se remettre de la situation qu'elle a pu vivre. Donc, aujourd'hui, des personnes qui me consultent, eh bien, ce sont souvent des personnes qui ont vécu avec un ou une perverse narcissique. Alors, je dis bien un ou une parce que ces personnes qui sont en effet dans des états psychologiques de perversion narcissique, ça concerne les hommes et les femmes. Alors, on entend plus souvent parler de femmes qui subissent un pervers narcissique. Moi, c'est mon cas en tout cas, parce que j'ai essentiellement des femmes qui viennent me consulter, donc je ne peux pas vous dire le contraire. C'est surtout les hommes qui disent qu'ils sont avec une femme perverse narcissique. Non. Mais d'une manière générale, ce sont les témoignages qu'on va avoir. Mais ça existe dans les deux sens. Et vous pouvez même avoir un enfant qui exerce une relation perverse narcissique avec ses parents. Ça peut aller très loin en fait. Alors un pervers narcissique, par définition, c'est quelqu'un qui va être pervers, c'est-à-dire qu'il n'aura strictement aucune empathie par rapport à la personne qu'il va faire souffrir ou qu'elle va faire souffrir. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent faire des réprimandes, qui peuvent même aller jusqu'aux insultes, qui peuvent dévaloriser l'autre, qui peuvent humilier leur conjoint. Et en fait, ça leur fait ni chaud ni froid. Ce sont aussi des personnes qui, en effet, à cause de ce manque d'empathie, eh bien, ne se rendent pas compte, et à la limite ne veulent pas se rendre compte que l'autre, petit à petit, ils sont en train de le démolir, quoi. Et narcissique, parce que ce sont des personnes qui vont avoir qu'un seul intérêt, c'est eux, leur bien-être, qu'elles aillent bien. Et l'autre, elle s'en fiche complètement. Donc dans des relations de couple, eh bien, ça peut causer énormément de dégâts, notamment par rapport au conjoint ou à la conjointe qui va subir ce genre de personnage et qui ne s'en rend pas compte parce que ça ne dure pas une semaine, ça ne dure pas un mois, généralement ça peut durer des années. Jusqu'à ce que la personne qui est victime du ou de la perverse narcissique soit s'en rende compte, soit c'est son entourage qui va lui dire, soit d'un seul coup, en effet, elle va faire une grosse dépression ou faire un burn-out, mais ce ne sera pas en relation avec son job, ce ne sera pas en relation avec sa vie familiale, ni avec ses enfants, ce sera le conjoint ou la conjointe qui sera à l'origine de ça. Je ne vais pas parler que des pervers narcissiques, mais ça fait vraiment partie des personnes qui, en effet, vont exercer une pression psychologique sur une autre personne et qui vont l'entraîner petit à petit dans d'énormes pertes de confiance en soi. Alors, le week-end dernier, dimanche dernier, on était une petite vingtaine à Nantes à faire un atelier constellation avec les constellations familiales et systémiques sur la confiance en soi. Donc toutes les personnes, là voilà, vous êtes 25 à regarder la vidéo, mais pour moi c'est évident que sur les 25 personnes, il y en a au moins 24 qui peuvent me dire, ouais, ok, c'est vrai que je manque un peu, voire beaucoup de confiance en moi. En fait, c'est un sujet qu'on retrouve chez quasiment tout le monde. Moi, j'ai énormément de confiance en moi dans beaucoup de domaines, et puis il y a des domaines où je doute, où je peux avoir mes croyances, où je peux en effet être sceptique, où je peux ne pas forcément croire en moi, ou croire en mon avenir, ou croire en certaines choses. Voilà, je manque de confiance en moi dans certains domaines, à différents niveaux. On est tous comme ça, et pour moi c'est tout à fait normal. La personne qui vous dit demain qu'elle a une absolue confiance en elle, et en son avenir, et en sa vie, et que, au contraire, en fait, à la limite, c'est la confiance en soi incarnée. Je pense que c'est une personne qui est fortement dans le déni et qui ne veut absolument pas montrer aux autres, quelque part, ses petites parts de faiblesse, ses petites parts d'ombre, mais en fait, ça lui appartient. Et c'est peut-être quelqu'un qui, justement, est très narcissique. Ça peut être aussi une personne qui, justement, va avoir du mal à se remettre en cause.
Parce que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que les personnes qui exercent une pression psychologique sur les autres, ce sont des personnes qui ne vont quasiment jamais se remettre en question, jamais se remettre en cause. C'est-à-dire que ce qu'elles font, pour elles, c'est juste, et en fait c'est juste pour elles, ça c'est sûr, mais en fait c'est tout à fait logique qu'elles exercent une pression, qu'elles soient peut-être méchantes avec l'autre, et qu'elles humilient, qu'elles dévalorisent l'autre personne. En fait, à aucun moment ce sont des personnes qui vont réussir à se dire « Ah bah c'est vrai, peut-être que là je suis allé un peu loin ». Peut-être que là, j'aurais pas dû dire ça, peut-être que là, j'aurais pas dû faire ça. Non, non, c'est des personnes, elles ne peuvent pas s'en remettre en cause. Il y en a peut-être qui, parmi vous, là, ce soir, ça leur parle, en fait, dans leur entourage, vont se dire, bah, c'est vrai que moi, j'en connais une ou deux ou trois personnes qui sont comme ça, et par rapport à leur compagnon, parce que généralement, on les retrouve dans des couples, mais ça peut être aussi rapport avec leur enfant. Vous pouvez avoir des parents qui ont des comportements pervers narcissiques envers leur enfant. Et là, c'est compliqué à supporter parce qu'en effet, vous vous dites, bah, l'enfant, lui, il n'a rien demandé. Et par contre, le parent est très, très toxique envers son enfant. Et suite à toutes ces dévalorisations, ces humiliations que peut subir l'enfant, qu'est-ce que va devenir l'enfant au bout d'un moment, quoi? Hein, comment, dans sa psychologie, dans son développement personnel, comment est-ce que ça peut agir? Bah, ça peut agir de plein de façons différentes. Mais en tout cas, c'est sûr que l'enfant, à un moment ou à un autre, à l'âge adulte, eh bien, soit lui-même deviendra aussi une sorte de pervers narcissique, soit ça peut être aussi des personnes et ben en fait, qui, à cause d'avoir subi d'énormes dévalorisations, bah, vont avoir énormément de difficultés à pouvoir s'épanouir, en tout cas à se faire respecter, à faire respecter leur territoire. Bref, il y a tout un tas de scénarios possibles, hein, je ne pourrais pas les énumérer ce soir, mais il y en a vraiment beaucoup. Bonsoir Laurence. Donc, confiance en soi, quand je fais une séance en individuel avec une personne qui me parle de la confiance en elle et qu'elle a subi justement des pressions psychologiques, ça peut être au travail, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un enfant qui en effet met la pression sur la personne et la personne, bah, forcément, ça vient directement la choquer, ça vient directement l'impacter parce que souvent ce sont des personnes qui au départ ont quand même un petit peu de manque de confiance en elle, mais c'est parce que c'est une question de dévalorisation, c'est-à-dire que si à la personne je lui demande de 0 à 10, si tu devais mettre une note sur l'estime de toi, de l'estime que tu as envers toi-même, quelle note tu te mettrais? Eh bien, vous avez beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ont du mal à évaluer non pas leur confiance, mais l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et puis, bah, vous en avez certaines, entre 0 et 10, bah, elles vont me dire ouais, je suis à un 5, je suis à un 2, je suis à un 1, je suis à un 3. Vous voyez, c'est vraiment, je dirais, il y a un fond de dévalorisation qui souvent est là. Et comme par hasard, eh bien, dans leur vie, elles vont avoir affaire à des personnes qui vont bien appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire la valorisation de soi ou la dévalorisation. Il n'y a pas de hasard. Une personne qui va vibrer vraiment, qui va dégager une certaine aura, je dirais, qui va avoir un certain charisme, bah, elle va avoir du mal à être en relation avec des personnes qui vont chercher à la dévaloriser parce que justement, vibratoirement, je dirais, elle rayonne quelque chose qui fait qu'on va même pas aller la chercher, on va surtout pas aller essayer de la dévaloriser parce qu'il peut y avoir un retour de manivelle qui forcément est presque prévisible. Mais par contre, une personne qui peut être toxique, une personne qui va vouloir exercer du pouvoir sur l'autre, une personne qui va vouloir se sentir supérieure à l'autre, eh bien, elle va généralement chercher à s'engouffrer dans la faille de la fragilité de l'autre personne. C'est-à-dire, cette faille, ça va être une dévalorisation, ça va être des blessures d'humiliation que la personne aura vécues quand elle aura été généralement plus jeune. Donc, si on revient sur certaines blessures, eh bien, des blessures de dévalorisation ou d'humiliation, quand on est enfant, on a pu éventuellement tous en vivre à un moment ou à un autre, à différentes intensités, et c'est par rapport à la sensibilité de chacun que cette intensité sera plus ou moins forte. Et aussi, si je reviens sur certaines personnes à qui j'ai fait des séances où leur pathologie était en relation avec des dévalorisations, eh bien on va s'apercevoir que, alors c'est souvent dans la lignée féminine, mais ça peut aussi arriver dans la lignée masculine, eh bien ces dévalorisations se transmettent de génération en génération. C'est vraiment quelque chose qui n'appartient pas à la personne, c'est quelque chose qui va appartenir à un ou des ancêtres et qui font qu'aujourd'hui la personne se sent dévalorisée. Ou en tout cas un comportement où elle va manquer de confiance en elle, mais c'est parce que fondamentalement, malheureusement je dirais, parmi les ancêtres, à un moment il y en a un ancêtre qui a vraiment vécu quelque chose de dramatique dans sa vie,
de très très négatif. Ça va au-delà de la dévalorisation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu être anéanti carrément, qui vraiment s'est senti complètement dominé, qui s'est senti complètement détruite suite à un événement, suite à des ordres qu'elle a pu recevoir. On a vécu 2 guerres mondiales en France, donc là, des dévalorisations très très intenses, il y a pu y en avoir beaucoup. Et donc, la personne adulte aujourd'hui est directement en loyauté avec cet ancêtre. Donc là, il faut aller chercher pour déprogrammer en fait ces dévalorisations que la personne peut avoir, qui provoquent ce manque de confiance en soi. Eh bien, il faut aller carrément chercher dans du transgénérationnel, déprogrammer la loyauté de manière à pouvoir rétablir l'équilibre dans cette vie-ci. Relation toxique, ça peut être aussi très ponctuel. C'est-à-dire que demain, si, comme par hasard, dans votre, je pense plutôt en expérience professionnelle, si vous avez un collaborateur ou un de vos N+1 qui est là et qui quelque part peut plus, il peut plus vous voir et il vous a dans le nez, eh bien il peut s'entraîner, il peut y avoir directement un jeu très pervers entre lui et vous. C'est-à-dire que le but de la manœuvre, eh bien ça va consister, malheureusement, vous n'allez peut-être pas forcément vous en rendre compte tout de suite, mais peut-être à vous brosser un petit peu dans le sens du poil, voilà, à vous féliciter, mais ce ne sera pas forcément, je dirais, objectif, ça sera tout à fait subjectif, jusqu'au moment où ça va être la grosse dégringolade, et ça, vous n'allez pas le sentir passer. Ce sont des jeux pervers qui s'appliquent assez souvent en entreprise, toujours aujourd'hui. Eh bien, tout simplement parce que le marché du travail est tel qu'il est, qu'il faut absolument accéder à de la performance, il faut absolument pouvoir être le plus rentable possible. Et malheureusement, il y a un peu la course à la performance et puis à la rentabilité. Donc je me répète, mais c'est vraiment ça la notion. Et là, on sort les dents, on sort les griffes, et vaille que vaille, on est prêt en fait à détruire, à démolir l'autre pour soit lui prendre sa place, soit pour l'évincer parce qu'on ne va pas forcément dans le sens de l'autre par rapport à des projets, par rapport à une politique de l'entreprise. Et donc à ce moment-là, ça peut aller très très loin, quoi. Donc moi, si j'ai des solutions à vous donner par rapport à ça, eh bien s'il y en a qui parmi vous me disent, moi aujourd'hui je ne sais plus sur quel pied danser dans mon entreprise, parce que un coup on m'envoie faire un projet, on me propose des projets, et puis en fait ce qui se passe c'est que non, au bout de 6 mois on arrête le projet, on ne va même plus au bout, ça s'arrête là, et on me dit on va redémarrer sur un autre projet, sur autre chose d'autre. En fait psychologiquement, ce changement d'état où on vous demande un investissement absolu, on va même vous demander parfois à faire des heures sup pendant 6 mois, tout ça pour que le projet s'arrête, eh bien c'est très déstabilisant, c'est très déstructurant. Et comme vous ne voyez pas la finalité, comme quelque part vous ne voyez plus l'intérêt de répondre à ces projets, comme vous ne vous sentez plus quelque part utile, là les mots que j'emploie sont très très forts, c'est se sentir utile, c'est trouver de l'intérêt dans ce que vous faites, dans ce pourquoi vous êtes actif, eh bien ça peut aussi entraîner de la dévalorisation personnelle, un manque de confiance en soi. Alors retenez bien ça, c'est que dans votre job, pour beaucoup de personnes, moi c'est ce que j'observe aujourd'hui, eh bien les politiques qui sont appliquées aujourd'hui dans les entreprises sont complètement destructrices, déstructurantes, et ça crée vraiment psychologiquement des très gros déphasages, et les personnes sont en stress. Alors en France, apparemment, on est les champions du monde pas de la dépression, mais des anxiolytiques et des antidépresseurs. Moi, j'ai des personnes qui me consultent, elles me disent, bah ouais, je prends un anxiolytique, je prends un antidépresseur, c'est mon médecin qui m'a donné ça. Et en fait, la personne, elle est absolument pas du tout dépressive. Elle a des troubles du sommeil, mais c'est plus de l'anxiété qu'elle va avoir, c'est plus des peurs qu'elle va avoir. Alors pourquoi prendre un antidépresseur? Voilà, donc après les séances, je lui dis, bah ça va forcément aller mieux parce que tu t'es libéré de beaucoup de blocages. Maintenant, il va falloir voir la posologie par rapport à tes médicaments et que tu montres que tu te montres à toi-même, évidemment, mais peut-être voir avec ton médecin pour pouvoir diminuer la posologie de manière à vraiment s'extraire de la chimie, de manière à retrouver ses ressentis, de manière à retrouver comment dire, ses vrais états d'âme, et de nouveau à se reconnecter à qui on est, à ses sentiments, à ses émotions, parce que la chimie, dans ces cas-là, vous prive en effet de vos ressentis, de votre partie émotionnelle, puisque c'est là, quelque part, c'est pour stabiliser la partie émotionnelle, on est d'accord?
Mais à force de la stabiliser, ça veut dire qu'on écrète. On va écrêter ce qui va bien, et on écrète aussi ce qui va pas bien. Donc on reste dans une sorte de moyenne d'état de morale assez moyen. Pour ne pas dire, il peut pas être élevé, il est moyen, mais du coup, il faut réapprendre justement à gérer ces vagues émotionnelles où on peut être un peu stressé, où on peut être un peu en joie, voire beaucoup, hein, tant mieux si on l'est beaucoup en joie, bien sûr, mais de pouvoir aussi gérer ses stress, gérer ses colères, de gérer ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Donc tout ça, ça s'apprend évidemment, hein, ça demande un travail sur soi, sachant que cet ascenseur émotionnel, pourquoi est-ce qu'un événement va beaucoup plus nous impacter, par exemple nous mettre énormément en colère, alors que d'autres personnes ne seront pas du tout mises en colère, c'est que bien souvent, ça vient chercher en nous-mêmes, en notre enfant intérieur, des souvenirs de notre enfance qui, en effet, on a ressenti de la justice. Quand j'avais 6 ans, j'ai ressenti de l'injustice par rapport à tel événement. Et puis là, aujourd'hui, c'est exactement presque mot pour mot avec presque les mêmes prénoms de personnes, le même événement qui se représente en face de nous. Donc ça vient directement nous catapulter dans d'énormes colères. C'est un exemple, hein, mais ça peut être d'énormes stress aussi. Ok ? Alors, Isabelle, à mon avis, il ne faut pas mettre trop la faute sur l'autre. La confiance est à travailler en soi. Voilà, hein, du coup, c'est ce que je viens de te dire. C'est par rapport à la gestion des émotions, c'est de pouvoir en effet comprendre que qu'est-ce qui peut nous stresser, qu'est-ce qui peut aussi nous dévaloriser, qu'est-ce qui peut nous heurter. Et c'est un travail à faire sur soi. Donc là, je suis entièrement d'accord avec toi, Isabelle. Euh, quand on ne se rend pas, en fait, on ne se rend pas forcément compte que une situation ou des événements qu'on subit, qu'on vit, eh bien, viennent nous dévaloriser. Parce qu'on a une sorte de... Alors, c'est pas de la schizophrénie, mais on a des filtres. On a des filtres inconscients qui sont là, qui vont nous empêcher de voir souvent la réalité en face. Et vous pouvez très bien être avec une personne, donc là je rejoins un peu les pervers narcissiques, mais sans rentrer vraiment dans cet extrême, et vous pouvez très bien vivre avec une personne qui va par exemple, de manière insidieuse, pas forcément directement, pas forcément directement, ni frontalement, mais vous dévaloriser, parce qu'elle-même a un sentiment de dévalorisation, et c'est une projection qu'elle va faire sur vous. Tout comme un parent pourrait faire une projection de ses souffrances sur son enfant. Alors ça se retrouve assez souvent. Mais donc, si vous avez des filtres, parce que vous-même vous avez vos propres blessures, eh bien en fait, votre inconscient fait en sorte de vous mettre des ornières et de ne pas voir que quelque part, vous recevez des informations qui peuvent vous diminuer, qui peuvent vous dévaloriser. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle, hein, c'est à travailler sur soi. Mais généralement, les personnes qui me consultent, si elles me consultent, c'est parce qu'elles n'y arrivent pas toutes seules. C'est parce alors qu'elles me consultent moi ou après d'autres thérapeutes, évidemment. Mais la confiance en soi, ça se gagne, je dirais, dans la vie de tous les jours, en réussissant à se prouver qu'on va arriver à faire certaines choses. Et donc, s'il y en a parmi vous qui, en effet, se disent, ouais, en fait, j'ai des projets, j'ai des besoins, j'ai des envies, mais je manque de confiance en moi pour pouvoir les réaliser. Eh bien, c'est de lister en fait tout ça, tous vos besoins, vos envies, quels sont les projets que vous aimeriez faire, quels sont les travaux que vous aimeriez réaliser. Et puis, c'est de vous dire, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour commencer, débuter à, je dirais vraiment, voilà, vous allez mettre la clé dans le démarreur et commencer à tourner la clé. Quels sont les petits gestes, les petites choses que vous allez pouvoir commencer à faire de manière à commencer à réaliser ces projets, ces envies et pouvoir assouvir vos besoins. En fait, tout ça, ça demande un travail personnel, c'est juste de lister, papier, crayon, et vous listez. Et de vous dire, ouais, ok, moi j'ai un projet, ça serait de... je sais pas, si vous avez des projets, hein, allez-y, mettez-les sur le chat, on pourra en parler. Mais donc, il y a des personnes qui en fait aujourd'hui ne savent pas par quel bout commencer. J'ai un projet, mais je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas si je dois faire ceci, si je dois faire cela. C'est pas qu'elles vont procrastiner, c'est juste qu'elles se sentent un peu perdues. Donc là, du coup, en effet, il y a un manque de confiance en soi. En plus, on se sent perdu. Du coup, le projet, il n'est pas prêt de se réaliser, quoi. Donc, c'est de prendre conscience de pas mal de choses et de se dire, ok, eh bien, quelle est la plus petite chose que je peux commencer à faire? C'est peut-être juste un coup de fil, prendre un rendez-vous. C'est peut-être investir dans quelque chose, investir dans un outil, un nouveau téléphone, je sais pas, un logiciel, quelque chose comme ça. Juste se renseigner avec des fournisseurs. Et donc, si vous commencez à faire cette première petite chose, eh bien après, vous allez vous dire, ok,
je manquais de confiance en moi, j'étais pas sûr de pouvoir le réaliser, mais j'ai réussi à faire cette première petite étape. Ok, eh ben, quelle est la seconde? Comment est-ce que vous pouvez avancer? Et ce qu'il y a, c'est que juste le fait d'enclencher la mécanique, eh bien, petit à petit, vous pouvez très bien commencer à prendre confiance en vous. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un point, je dirais même pas de zéro, vous étiez à moins 5. Vous êtes arrivé au point zéro où vous avez listé. Et là, après, ça y est, vous commencez à démarrer. Et le fait de se rendre compte que petit à petit, step by step, vraiment, on arrive à réaliser et avancer, eh bien, ça permet d'accéder à une certaine confiance en soi. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah ouais, ok, j'y arrive en fait. Je ne pensais pas, mais j'y arrivais. Ok, merci Isabelle. Savoir regarder dans le rétroviseur et lister les bonnes expériences. Donc ça, en effet, c'est histoire de se dynamiser, d'être dans une énergie positive, d'avoir du recul. En fait, c'est ce qui peut vous servir aussi de carburant. Et par rapport à un instant T, eh bien, c'est de pouvoir vraiment vous rendre compte que ce que vous avez réalisé, bonsoir Joël, ce que vous avez réalisé et là où vous pouvez avancer, eh bien, en effet, là, du coup, vous allez vous sentir valorisé parce que vous allez vous dire, bah, en effet, il y a encore une semaine, je ne pensais pas que j'aurais pu faire ceci ou faire cela, et là, ça y est, j'ai commencé. Imaginons demain, il y a une personne parmi vous qui me dit, bah, moi, je voudrais monter en haut du Mont Blanc. Ok, par contre, la personne en sport, c'est un zéro pointé. Alors, je vais pas lui dire, bah écoute, tu t'inscris tout de suite dans une salle de sport, tu vas être à fond le cardio, et puis dans 6 mois, tu vas gravir le Mont Blanc. Pour moi, c'est complètement utopique. Par contre, si on dit à la personne, bah ok, bah, on va prendre un espace-temps assez large, parce que tu as dit, ok, je veux gravir le Mont Blanc, mais t'as pas dit quand. Eh bien, admettons, ça sera dans 2 ans. Et du coup, c'est de se dire, ok, eh bien, d'ici 2 ans, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir le corps physique, le cardio, toutes les conditions, et aussi financières, parce que ça aura un budget, pour monter en haut du Mont Blanc. Et donc, c'est commencer tout petit, c'est, bah, je te propose que tu t'achètes une bonne paire de baskets avant le mois prochain. Voilà, la personne n'a même pas de basket. Petit geste, petit pas. Ok, je me suis acheté ma paire de baskets. Ah ouais, puis ben écoute, tu sais que tu as un ami qui fait de la course à pied, est-ce que tu peux pas lui demander, ben voilà, pendant le mois qui suit, peut-être 2 fois dans le mois, d'aller courir avec cette personne? Ok, et puis la personne va réussir à le faire. Vous comprenez que il faut vraiment y aller tout doux des fois, faut pas essayer de sauter d'étape, c'est vraiment pouvoir se reconstruire la confiance en soi. Alors je sors un peu du sujet par rapport à des relations toxiques, mais je vais y revenir. Là, j'aborde plus la notion de confiance en soi, du coup. Mais c'est que petit à petit, la personne, si elle se dit, OK, j'ai un certain laps de temps et je m'autorise à prendre mon temps pour mettre les choses les unes après les autres de manière à réaliser ce projet ou à combler mon envie, eh bien, c'est très valorisant. Et c'est surtout que lorsqu'elle sera là en montagne à s'entraîner euh, avant d'aller faire le Mont Blanc, par exemple, au bout d'un an ou un an et demi, eh ben c'est là où en effet où je te rejoins Isabelle, c'est que du coup elle pourra se dire, bah, c'est vrai qu'il y a un an et demi, j'étais incapable de monter 3 étages d'un escalier sans arriver sur les genoux en haut, dès que je portais mes courses c'était pas possible, enfin bon, j'exagère un petit peu mais c'est presque ça, et c'est que du coup elle peut se dire, ben ouais, j'ai une certaine fierté, je peux être fier de moi, c'est-à-dire que même aujourd'hui, peut-être que si je n'arrive pas à gravir le Mont Blanc, bah aujourd'hui j'arrive à monter sur certaines montagnes, j'arrive à faire de l'enduro, j'ai même fait peut-être un semi-marathon de 20 km. Et là c'est super valorisant, quoi. C'est-à-dire que bah ouais, ça me fait du bien, quoi. Je kiffe la vie d'un seul coup, quoi. Alors une personne qui aurait vécu une relation toxique et qui se serait bien fait démonter, démolir à cause de cette personne dans cette relation toxique, eh bien je dirais là aussi c'est pareil, une sorte de rééducation à avoir. C'est-à-dire que moi, je vais permettre à la personne de se libérer de tout ce qui inconsciemment provoque ses ressentis d'être détruite, d'être complètement perdue, de ne plus savoir quelque part qui elle est. Parce que ça, c'est des ressentis aussi qui peuvent être très forts. C'est, je sais même plus où je suis, je sais plus ce que je fais, je sais plus, je sais même plus qui je suis, quoi. En fait, je suis rien. Chez certaines personnes, c'est, je vis dans le néant. Tellement c'est bien ancré, quoi. Mais une fois que la personne s'est déprogrammée de tout ça, elle est dans un état d'esprit qui est complètement différent, quoi. C'est ah ok, bah non, là en fait je vois beaucoup plus clair. En fait, je vois d'une part et je vois beaucoup plus clair.
Et après, bah, c'est petit à petit, eh bien, de reprendre confiance en soi, soit par rapport donc si je reprends une activité professionnelle où à la limite la personne, on l'aura démoli dans le sens où ce que tu fais, c'est pas bien, t'y arrives pas, il y a encore un truc qui va pas. Vous voyez, imaginons, je sais pas, quelqu'un qui fait des sites internet. Et puis depuis 6 mois, on n'arrête pas de lui donner des coups de bâton sur le dos en lui disant que le site il est pas bien, le client est pas content, les codes sont pas bons, la présentation ça va pas, là il y a un bug. Alors peut-être que factuellement c'est vrai, sauf que là on ne le dit pas de la façon où ah tiens, est-ce que tu pourrais vérifier ceci cela puisque apparemment il y a un problème. Non, c'est je t'accuse de, je te porte la charge sur toi de ton incompétence qui est exagérée, évidemment, parce que la personne elle est certainement très compétente, mais on lui fait croire qu'elle est incompétente. C'est ce qui exerce la pression psychologique et c'est très destructeur. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette personne qui réalise des sites internet, eh bien, au bout d'un moment, en fait, elle va être complètement déstabilisée. Elle ne saura même plus qui elle est, puisque quelque part, son job, c'est une manière pour elle de se représenter, d'être qui elle est, et puis de s'épanouir personnellement. Donc cette personne, eh bien, ce qu'on va faire, c'est de lui dire, bah, écoute, tu ne t'en rends pas compte et tu ne t'en rends plus compte, mais en fait, tu as des savoir-faire, des savoir-être. Ça fonctionnait très bien à une certaine période, on t'a démoli pendant 6 mois, eh bien dis-toi bien que la seule chose qu'il y a à faire, ben, c'est de te reconnecter à qui tu es, à ce que tu sais faire, et tu vas voir que tu n'es pas la grosse nullité comme on a essayé de te faire croire pendant 6 mois. Et donc c'est une sorte de rééducation qui se fait, tout comme si demain vous avez une grosse entorse à un coude, eh bien en effet, vous n'aurez plus la force, admettons l'entorse se rétablit avec la telle, ok, mais vous n'aurez plus la force que vous aviez avant, vous n'aurez plus la même souplesse que vous aviez avant, mais ça va revenir. Donc vous allez chez le kiné, il vous fait de la rééducation pendant 2 ou 3 semaines, et au bout d'un mois, bah ça y est, au niveau du coude, eh bien vous pouvez de nouveau faire vos exercices physiques, vous pouvez de nouveau avoir l'activité que vous faisiez avant, mais c'est juste que là, il a fallu en effet que ça se remette en place et renforcer, consolider tout ce qui est au niveau ostéo-articulaire. Et bien dans la psychologie, c'est un peu pareil. Je fais des métaphores hein, par rapport pour vous expliquer le truc, c'est que ça reviendra pas tout seul. La confiance en soi, quand on a subi vraiment une relation toxique, eh bien pour que ça revienne, il faut prendre du recul, vraiment s'éloigner de la situation, pouvoir analyser, observer quels ont été les points sur lesquels on est venu appuyer pour faire mal, et puis comprendre aussi que peut-être c'est à chaque fois son enfant intérieur en fait qui a été mis à rude épreuve. C'est-à-dire que si une situation vous a particulièrement choqué, si une situation vous a particulièrement stressé, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que votre enfant intérieur s'exprime aussi par des blessures. Il s'exprime aussi, évidemment, dans la joie, la gaieté, quand on a des moments d'euphorie, quand on a des moments de bien-être. Hein, c'est notre enfant intérieur aussi qui peut s'exprimer à ce moment-là. Mais par rapport à des points là, où on vient appuyer, où ça peut vous faire mal, où ça peut venir vous gratter fortement, eh bien généralement ce sont des blessures de l'enfant intérieur. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui ne veut absolument pas du tout faire un travail sur soi, qui ne veut absolument pas se remettre en cause, libre à cette personne, évidemment, mais il est bien évident qu'à un moment ou à un autre, dans sa vie, eh bien, il y a quelqu'un qui viendra appuyer là où ça fait mal, et plus on attend, plus ça risque de faire mal. En appuyant très peu, ça peut faire très très mal. Voilà, c'est aussi ça, c'est une métaphore. Donc, relation toxique et confiance en soi, pour les personnes qui ont vraiment vécu des relations toxiques et qui se sentent encore détruites ou qui ont été détruites, eh bien, il y a des solutions pour retrouver une confiance en soi, pour retrouver son énergie, parce que bien souvent, en fait, en même temps que la relation était toxique psychologiquement, énergétiquement, l'autre vous a pompé de votre substance. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait pris une éponge, il l'avait bien essoré comme ça, et là, jusqu'à la dernière goutte, en fait, il vous a tout pris, quoi. Donc de pouvoir retrouver son énergie, de pouvoir retrouver son enthousiasme, sa joie de vivre aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quelque part, ont perdu leur joie de vivre, parce qu'en parallèle, qu'elles perdaient leur confiance en elles à cause de cette relation.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que quelque part, moi je vous ai dit ce que j'avais à dire ce soir par rapport à cette thématique, qui pour moi est vraiment super importante à aborder parce que c'est un peu un sujet tabou. C'est comme si on n'avait pas le droit de dire à son entourage que on se sent un peu perdu, qu'on se sent un peu vidé. Mais tout ça, en effet, c'est dépendant de nous, mais c'est aussi dépendant de l'environnement dans lequel on vit. Si j'ai un autre exemple par rapport à ce qu'on appelle une personne perverse narcissique, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, imaginons que vous êtes en couple avec, en effet, un ou une perverse narcissique, il faut savoir que ce sont des personnes qui, en plus de ne pas s'en remettre en cause, ce sont des personnes qui ne vont absolument pas du tout accepter l'échec. Donc, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que si c'est vous qui leur dites, ah bien oui, ok, je vais me séparer, on va se séparer parce que, après, ce sont vos propres raisons, vous n'êtes pas forcément obligé de vous justifier, eh bien l'autre, en fait, vous fera forcément porter toute la cause de cette séparation. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand on est en couple et qu'il y a une séparation, eh bien c'est évident que les deux ont leur rôle à jouer dans cette séparation. Les deux sont, je dirais, alors le terme n'est pas approprié, mais les deux sont responsables de la séparation. Autant il y en a un qui peut être responsable de la séparation parce qu'il est dans le déni face au fait que la relation ne peut plus durer, que de toute façon ça ne le fait plus, il n'y a plus d'amour entre les deux, ou en fait ils sont tout le temps en train de se prendre la tête, et ça fait des mois, voire des années que ça dure, que quelque part il y en a peut-être un qui est tenté d'aller voir à droite, à gauche, etc., etc. Donc il peut y avoir un qui est dans le déni, et puis il y a l'autre qui en effet se dit ouais mais non, la relation peut plus durer, et en effet là les deux protagonistes sont tous les deux responsables de la séparation, mais après il y en a un qui peut s'en rendre compte et pas l'autre. Et c'est comme ça, et dans des relations conflictuelles avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, eh bien c'est exactement ce qui se passe. Donc les séparations avec ce type de personnes sont généralement très compliquées puisque fondamentalement, eh bien, ça fait des mois, des années qu'ils sont là en train d'essayer, et d'ailleurs ils y arrivent, de vous détruire. Et en fait, ce n'est pas parce que vous serez séparés de ces personnes-là qu'elles vont s'arrêter. Bien généralement, c'est que même si au bout de quelques années ou quelques mois, elles se remettent en couple, eh bien, elles vont continuer leur, entre guillemets, harcèlement de dénigrement, de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, il faut le savoir, ça arrive assez fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? Je dirais malheureusement, à part la justice, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que plus vous, je dirais, vous donnerez du répondant à ce genre de comportement, plus vous allez entretenir ça. Alors mon expérience, par exemple, il y a un an à peu près, un petit peu moins d'un an, je faisais mes Facebook Live, et puis il y a une personne qui m'envoyait des mauvais commentaires sur le chat. Alors quand je dis mauvais, ouais, c'est des trucs pas très sympas, alors que factuellement, je ne lui avais rien fait, elle ne m'avait rien fait, mais c'est juste qu'elle n'avait pas accepté en fait une entrevue qu'on avait pu avoir. Et donc, elle est rentrée dans un jeu de perversion narcissique, c'est-à-dire que ouais, ok, pour atteindre Grégory, eh bien, je viens l'embêter sur ses Facebook Live. Donc moi j'ai porté plainte auprès de la gendarmerie, donc je n'ai pas porté plainte auprès de la gendarmerie pour harcèlement, j'ai porté plainte pour diffamation et volonté de nuire. Et je peux vous assurer que au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse par rapport à ma plainte. Voilà, donc la justice française est à 2 voire 3 vitesses, mais je n'ai toujours pas de réponse par rapport à la plainte que j'ai pu déposer. La personne après, en fait, me harcelait au téléphone, c'est-à-dire qu'elle m'envoyait des SMS, c'était des mails avec des tartines comme ça, voilà, bon, bref. À aucun moment je n'ai répondu à ces SMS ou à ces emails. C'est-à-dire que même lorsqu'elle... Pervers narcissiques, ce sont des gens qui, un coup, vont vous donner un coup de bâton, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette... ils prennent la position de bourreau, hein, donc là je fais référence au triangle de Cartman, ils sont dans cette référence de bourreau, et un coup ils sont sauveurs. C'est-à-dire que là, je viens de te donner un petit coup sur la tête, ou un gros coup sur la tête, mais regarde, je t'aime quand même, je vais quand même te faire un cadeau. Ce sont des jeux très pervers, c'est d'un malsain, on ne peut pas s'imaginer, quoi. Ok? Et donc, le fait que je ne réponde pas, parce que en fait, j'ai jamais répondu du coup à ces mails, à ces messages, je l'ai blacklisté sur Facebook, ça a disparu.
et heureusement pour moi. Ok? Donc si vous avez affaire à ce genre de personnage, eh bien en fait ce sont des gens qui vont chercher à entretenir un semblant de relation et elles vont en fait essayer d'avoir du pouvoir sur vous. Avoir du pouvoir sur l'autre, c'est lui faire peur, mettre l'autre en colère. C'est forcément des émotions, des sentiments qui sont plutôt négatifs, quoi. Donc franchement, essayez de ne pas rentrer dans son jeu. C'est ça l'expression qui convient, c'est ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Parce que si vous mettez juste le petit doigt dans l'engrenage, ben, vous êtes tranquille. L'autre personne, mais là, elle n'attendait que ça pour un petit coup, je te tape dessus, un petit coup, je te valorise, un petit coup, je te retape dessus, et puis maintenant, ça va mieux. Comprenez le système? Vous comprenez le jeu, quoi? Ben, c'est des jeux dangereux. Alors, Amélie, on fait comment si c'est notre propre enfant qui est une personne toxique, maman envers son fils adulte, mais le fils ne s'en rend pas compte? C'est une excellente question. Ce qui serait intéressant de savoir, ben, quelque part, qu'est-ce qui influence le fils pour avoir ce comportement-là vis-à-vis de la maman? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Ou est-ce que c'est dû à un choc émotionnel, je ne sais pas, par rapport au père, par rapport à un décès, par rapport à quelque chose, une école qui l'aurait quitté? Donc en fait, là du coup, là la toxicité de l'enfant, bah, j'imagine, hein, j'ai pas les détails, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui en effet va exercer une pression psychologique sur sa mère, quoi. Donc là, ce qui serait intéressant de savoir, moi, en séance, bah, c'est d'aller chercher l'origine émotionnelle chez l'enfant de ce comportement. Parce que quelque part, un enfant n'a pas à être comme ça avec ses parents. D'une, il doit être en amour avec ses parents, et de deux, respecter ses parents. Ce sont deux choses complètement différentes, mais tout à fait complémentaires. Et forcément, un enfant, quelque part, au fond de lui, il a de l'amour pour ses parents. Sauf que, ben, dans sa psyché, en fait, c'est plus son ego, ses blessures, qui viennent s'exprimer et qui font que la relation avec sa mère, bah, elle est complètement, moi je dirais, elle est du coup pourrie, quoi. Donc, le but de la séance, bah, c'est d'aller chercher chez cet enfant qu'est-ce qui fait qu'il exprime un mal-être intérieur, en peut-être en insultant sa mère, en ayant un comportement bah, de bourreau envers sa mère, et peut-être aussi, bah, est-ce que sa maman, alors, je sais pas si c'est toi Amélie, mais qu'est-ce qui fait que la maman, bah, peut-être à un moment, elle n'a pas réussi à poser les cadres, à mettre des garde-fous, à pouvoir vraiment poser le cadre et pour pouvoir se faire respecter justement. Hein, faut voir ça, parce qu'il n'y aura pas de hasard. Pourquoi est-ce qu'il y en a ces deux personnes-là? Bah, il y en a une qui est bourreau et l'autre qui est victime. C'est ça le truc. C'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la relation de ces deux personnes-là qui fait qu'aujourd'hui, elles en sont arrivées là. Parce que je pense que malheureusement, si on n'agit pas là maintenant, bah, je pense pas qu'à un moment ou à un autre, l'enfant se remette en cause dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que cette relation perdure en fait dans le temps. Et j'imagine que bah, pour une maman, c'est très 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 déstabilisant, et c'est surtout que bah, ça vient directement la choquer au niveau de l'amour qu'elle peut avoir par rapport à son fils, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Qu'est-ce que la toxicité? Certains actes sont évidemment toxiques, mais quel est le cadre? Y a-t-il différents degrés, différents cadres en fonction de la personnalité? Alors attention. Merci Emma de ta question. Je sens que là, il faut que je dose les choses. Alors je vais les doser. Y a-t-il différents degrés, différents... Alors attends, waouh, ça débarque. Différents cadres et fonctions de la personnalité et de l'ouverture de chacun. Alors attends, je relis ta question parce que... Alors, toxicité, en fait, moi, là, ce que j'ai posé comme cadre, c'est par rapport à la confiance en soi. C'est-à-dire qu'en effet, la toxicité, d'une part, on ne se rend pas forcément compte que la relation ou que la personne est toxique, ça c'est une première chose. Et ensuite, à quel niveau de toxicité on a affaire? Si c'est juste une personne, en effet, qui, comment dire, ça peut très bien être, voilà, une femme qui est avec son compagnon, et son compagnon râle tout le temps. Il n'est jamais content. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Eh ben, on est d'accord, la personne, quelque part, est un peu toxique pour l'autre. Par contre, est-ce que ça va venir influencer sa confiance en soi? Pour moi, non. Par contre, c'est sûr que ça vient fortement dégrader la relation d'amour que pouvaient avoir les deux personnes au départ. Donc la notion de toxicité, c'est par rapport à la confiance en soi. À partir de quel moment est-ce que l'autre devient toxique dans le sens où il va venir dévaloriser. Il va venir
euh, euh, faire des projections négatives sur l'autre. C'est ça que j'entends par toxique. Et en effet, il y aura différents degrés. Je dirais un pervers narcissique dans toute sa splendeur sera là, n'aura qu'un seul but quelque part, c'est de détruire, de démolir l'autre. Donc là, on est au top du top. Par contre, vous avez des personnes qui font des transferts de leurs blessures intérieures, de dévalorisation et d'humiliation sur l'autre, ne s'en rendent pas compte et ne sont pas pour autant perverses narcissiques. Donc oui, il y a différents degrés. Et donc, alors attends, y a-t-il différents degrés? Ouais, et différents cadres en fonction de la personnalité, de l'ouverture de chacun. Je te dis oui, tout à fait. Et j'espère avoir argumenté pour expliquer par rapport à ta question. Après l'ouverture de chacun, en effet, si vous avez une personne qui se rend compte que l'autre a plutôt tendance à dire ben ouais, tiens, ce que tu as fait à manger ce soir, bah, c'est pas terrible, c'est pas bon. Alors on peut le prendre à un certain niveau et puis se dire bah, soi-même, bah, moi j'aime ça, mais ouais, je comprends que t'aimes pas. Ok. Et puis par contre, on peut être beaucoup plus susceptible et puis se dire ben là, ça me blesse ce que tu es en train de me dire. Tu comprends? C'est-à-dire que en effet, en fonction de la sensibilité de chacun, donc je ne parlerai pas d'ouverture de chacun, mais en fonction de la sensibilité de chaque personne, ben, on peut se sentir blessé ou pas par rapport à un reproche, aussi minime soit-il, que son conjoint, que l'autre personne peut faire ou que le collègue peut faire. Après, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'enfant intérieur qui peut s'exprimer et justement révéler cette hypersensibilité à des dévalorisations ou des humiliations. Vous pensez que ça soigne ce comportement? Pour moi, il faut couper malheureusement. Alors, ouais, quand vous avez affaire à un pervers narcissique, en fait, comme ce sont des gens qui ne se remettent jamais en cause, moi, j'en ai pas à mon cabinet, parce que vous pensez bien que ce serait trop simple. Par contre, quand une personne qui a subi un pervers narcissique vient me voir, bah, je vais forcément faire un travail en même temps sur cette personne qui est perverse narcissique, même si elle n'est pas là, tout simplement pour rétablir un équilibre. Ok? Je l'avais fait une fois donc pour une personne qui subissait du harcèlement sexuel au travail. C'était son supérieur hiérarchique, c'était un homme et il avait un comportement avec les femmes qui était absolument pas admissible. Et, euh, et donc, eh bien, je suis allé chercher dans la psychologie de cette personne qu'est-ce qui n'allait pas et pourquoi est-ce que lui, son rapport aux femmes était très compliqué et il était vraiment dans du pouvoir par rapport aux femmes, c'est-à-dire je suis un peu le coq dans le sabascour. Eh bien, c'est parce que son enfant intérieur s'exprimait au travers de son comportement et c'était qu'il avait eu d'énormes dévalorisations avec une mère qui était castratrice, avec une mère qui avait énormément d'influence sur lui. Et c'est ce qui justifiait son comportement là avec ses femmes. On a rétabli l'équilibre et la personne, par la suite, subissait beaucoup moins de harcèlement moral par rapport à cet homme et les autres femmes aussi d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Alors, hop, Amélie, tiens, j'ai raté. Donc, pour moi, il faut couper malheureusement. Isabelle, je suis d'accord avec toi. Après, ça appartient à chaque personne. Un pervers narcissique ne va pas être pervers narcissique toute sa vie. Par contre, par rapport à ce que j'observe, euh, un pervers ou une perverse narcissique va avoir ce comportement-là avec son conjoint. Et ça, malheureusement, je crains que ce soit pour des années, des années et des années. C'est vraiment une projection que le pervers ou la perverse narcissique fait sur l'autre. Il voit en l'autre, en fait, ce sont des blessures de reconnaissance. C'est souvent les pervers narcissiques. Ce sont des personnes qui ont un besoin de reconnaissance plus. Et pour se sentir reconnus, ils écrasent l'autre. C'est-à-dire qu'ils se mettent forcément au-dessus de l'autre. Donc ils écrasent l'autre. Ils l'amenuisent, ils le diminuent. En fait, c'est juste un conditionnement, c'est un comportement qui se justifie par d'énormes blessures de dévalorisation et de manque de reconnaissance. Enfant TDAH, dépendant de drogue, ok, ce n'est pas moi. Le fils remet les problèmes de ce qu'il vit sur ses parents, ok. Ouais, on va aller chercher tout ça. On va aller chercher tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'accouchement? Est-ce qu'il est pas en loyauté avec des ancêtres? Est-ce qu'il n'a pas eu un jumeau perdu? En fait, si tu veux, là, dépendance à la drogue, comment s'est passé l'accouchement? Euh, donc des gens qui se droguent, soit cannabis, drogue dure ou alcool, il y a vraiment cette notion d'échappatoire.
Il y a vraiment cette notion de je veux planer, quoi. Je veux m'extraire et je me sens bien ailleurs, quoi. Donc, allez, faut aller chercher pourquoi est-ce que la personne, en effet, cherche à se mettre dans ces états-là. Vous avez des personnes, par exemple, qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui ont failli mourir lors d'un accident ou lors d'une opération, trop d'anesthésiants, sont tombées dans le coma, elles sont parties, elles sont revenues, quoi. Ok. Bon, bah, ça peut créer en effet d'énormes troubles du comportement et après, éventuellement, peut entraîner des addictions à certaines substances, quoi. Ce n'est pas moi, le fils remet les problèmes de ce qu'il vit sur ses parents, sur les parents. Ok, ouais. Faut aller chercher tout ça. Il y a forcément des origines émotionnelles qui justifient son comportement, qui conditionnent son comportement. Voilà. Ça va très bien se chercher. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, encore récemment, il y a 2 semaines, on faisait une constellation en groupe. Bah, il y avait que des femmes parce que c'était une constellation dédiée aux femmes sur la libération du féminin, de tout ce qui est justement dévalorisation au féminin dans des loyautés et tout un tas de trucs comme ça. Et donc il y a une maman qui était là et en fait c'est génial parce que elle me dit, donc on était en groupe, hein, on était une quinzaine, et elle me dit, bah moi en fait je voudrais travailler sur les infections urinaires. Ok, ça marche. Infection urinaire, parce qu'elle me dit, bah ouais, en fait, j'en ai depuis un certain temps, pour pas dire depuis des années. Donc elle est avec son conjoint, ils ont un enfant, voilà, infection urinaire, ok. Et je lui dis, bah infection urinaire, c'est que tu te sens envahi dans ton territoire. Et puis, bah, c'est quand ça va mieux que du coup, ça te brûle. Alors donc, ça peut être territoire chez toi, à ton bureau, dans ta maison, dans ta cuisine. Peut-être que bah, c'est ta belle-mère, des fois, en fait, tu te sens envahi par ta belle-mère qui est trop envahissante, à la limite, qui prend ta place, qui te pique ta place. Donc voilà, tout le temps que tu es en conflit avec ta belle-mère qui te prend ta place, là, une fois de temps en temps, en fait, tu as une vessie hyperactive, tu dois aller marquer beaucoup plus ton territoire. Une fois que la belle-mère s'en va, toc, tu déclenches ta cystite. Elle me dit non, je lui dis bah, ça peut aussi être conflit de territoire sexuel, il y a des femmes, en fait, c'est après le rapport. Ah, bah là, elle dit ouais, en fait, c'est à chaque fois que j'ai un rapport sexuel, j'ai une infection urinaire. Ok, bah, je lui dis on va aller chercher ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on fait la constellation de groupe, on canalise en fait l'origine émotionnelle de sa cystite en rapport avec sa sexualité, en rapport avec les rapports sexuels. Donc ça n'avait rien à voir avec une sensation que son conjoint lui envahissait son territoire, donc, au niveau sexuel. En fait, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais par contre, c'est l'inconscient qui, lui, assimilait le rapport sexuel à une intrusion chez cette femme. Et ce qui se passe, c'est que quelque part, quand elle a accouché de son enfant, en fait, eh bien, elle ne s'est pas sentie respectée par les personnes qui l'ont fait accoucher. Et c'est surtout que, elle l'a dit, son mari voulait absolument un enfant, et elle, bah, même si elle avançait en âge, elle ne se sentait pas prête. En fait, quelque part, elle a fait un enfant pour faire plaisir à son mari. Elle ne s'est pas respectée, elle ne s'est pas sentie respectée dans son intimité, dans le fait de porter un enfant. On a rétabli l'équilibre par rapport à ces cystites. Mais là où on a fait d'une pierre deux coups, donc c'est pour ça que je reviens sur l'enfant TDAH, c'est que son enfant, son fils qui est vraiment pas très vieux, c'est un enfant qui était énormément dans des colères, qui ne supportait pas du tout l'autorité. En fait, qui vraiment vis-à-vis de ses parents pouvait exprimer d'énormes colères, pouvait vraiment, ça y est, ça part en live tout de suite pour la moindre petite contrariété. Et on a travaillé là-dessus parce que ce qui s'est passé, c'est que l'enfant avait pris la contrariété de non-respect de sa mère. C'est-à-dire que l'enfant s'était approprié le fait que sa mère ne s'était pas faite respecter, et aussi il avait pris l'information que quelque part sa mère ne voulait pas avoir d'enfant. Donc inconsciemment il ne se sentait pas reconnu, et il se sentait surtout en dualité par rapport à des manques de respect, c'est-à-dire que la moindre chose, il ne se sentait pas respecté, mais c'était conditionné par rapport à ce qu'avait vécu sa mère. Est-ce que vous me suivez? Les enfants, quand ils sont dans le ventre de leur mère, et jusqu'à l'âge de 7 ans, ce sont de vraies éponges à émotions. C'est-à-dire que des grosses contrariétés, des gros conflits, des gros stress, des grosses colères, des conflits que peuvent vivre papa ou maman, eh bien l'enfant, je ne dis pas qu'il va les prendre à chaque fois, mais il peut s'en imprégner. Et en fait, le comportement qu'il va avoir par la suite, c'est que c'est lui qui va résoudre le conflit émotionnel du parent. Et là, en fait, le truc, c'est que sa maman
ne s'était pas senti respectée d'une part, et d'autre part, avait été un peu dans le refus d'être enceinte. Donc l'enfant exprimait très très souvent et à outrance d'énormes colères. On a fait la constellation autour de cet enfant. C'était pas prévu, mais ça s'est présenté, on l'a fait. Et elle m'a dit, après, dans des commentaires, là, on a communiqué 3-4 jours plus tard, elle m'a dit, bah, c'est impressionnant le changement de comportement de notre fils. Bah oui, c'est ça la magie des constellations, c'est que l'enfant n'était pas là, et pourtant, on arrive à agir sur ses comportements parce qu'on va incarner l'enfant, parce qu'on va dire des non-dits émotionnels, on va parler, on va permettre en fait à certains protagonistes de s'exprimer, de dire leurs souffrances, et ça va créer vraiment un mea culpa, un rééquilibrage émotionnel chez la personne qui est en souffrance, parce que du coup cet enfant, s'il se met tout le temps en colère, bah, c'est que quelque part il y a une certaine souffrance, il y a un stress à l'intérieur de lui, mais qui ne lui appartient pas. C'est ce qu'il avait pris, il avait fait éponge avec ses parents. Donc par rapport à Amélie, ce que tu me dis là, l'enfant TDAH, ouais, ben, des enfants TDAH, à la limite, si la personne me consulte, ça sera pas le premier qui vient, enfin, pour qui le parent me consulte et pour qui on va avoir du résultat, bah, parce qu'en effet, c'est juste des non-dits émotionnels que l'enfant a pris pour lui. Ok? Donc j'ai fait un Facebook Live justement sur là-dessus, sur, bah, c'est pas le dernier, non, ça doit être pas la semaine dernière, mais celui de la semaine d'avant, je crois, si je ne me trompe pas. Donc tous mes Facebook Live sont en replay sur ma page Facebook Pro. Donc il y en a aussi sur, bah, il y en a une sur les cystites, sur l'endométriose, il y en a sur le cancer, il y en a sur l'origine émotionnelle des maladies, bref, j'en ai fait, là je sais pas, des Facebook Live, si vous regardez sur ma page Facebook, vous devez en avoir une vingtaine. Que vous pouvez regarder en replay. Hein, la plupart durent 1 heure. Il y en a un qui dure 1 heure et demie, je crois que c'était sur l'origine émotionnelle des maladies, mais parce que là j'ai eu plein de questions. Mais autrement ça dure 1 heure, donc après bah, vous pouvez regarder par partie, quoi, évidemment. Vous pouvez regarder 20 minutes, et puis voilà quoi. J'aimerais savoir comment se déroulent vos constellations en groupe. Alors en ce moment, je fais des constellations en groupe avec une thématique. Parce que l'intention c'est, ok, 1, 2, 3, 4, 5 personnes vont se libérer d'engrammes émotionnels, soit en rapport avec leur enfant intérieur, soit en rapport avec les ancêtres. Et le but du jeu, c'est que toutes les personnes qui ont des blessures se libèrent tout en même temps lors de la constellation familiale. Donc on fait en fait d'une pierre 10, 20 coups, quoi. Autrement, c'est des constellations individuelles, hein, soit en présentiel, soit en visio, et il se passe la même chose en groupe, quoi. Les constellations, ça marche quand on n'a pas connu ses ancêtres. Justement, c'est parce qu'on n'a pas connu ses ancêtres que les constellations familiales sont super performantes. Parce qu'imaginons que vous ayez un grand-père qui, au front, pendant la guerre 14-18, s'est pris un obus à l'épaule droite, et que, en fait, vous, aujourd'hui, vous avez, en effet, on ne sait pas pourquoi, mais vous avez le bras droit qui n'a pas du tout la même force, même musculairement, et vous avez des douleurs fantômes au niveau de l'épaule droite. On ne sait pas, à la limite, ce qui est arrivé à ce grand-père, mais lorsqu'on fait une constellation, que ce soit en individuel ou en groupe, on va avoir l'information, on va libérer la personne de cette loyauté émotionnelle, énergétique envers cet ancêtre. Et c'est quasiment instantané, si ce n'est pas dans les heures, c'est dans les jours qui viennent, que ça y est, on va retrouver sa mobilité, on va retrouver plus de force. On est dans des notions d'impalpable. Certaines personnes vont appeler ça des thérapies quantiques. Alors pour moi, c'est de mettre des grands mots qui veulent dire beaucoup de choses, mais que personne ne comprend, sur des choses très simples. Ok, nous sommes tous le fruit de nos ancêtres. Nos enfants seront le fruit de nos ancêtres. Et nous avons des loyautés. Que ce soit des loyautés, donc ça peut être physique, émotionnel, donc par rapport à des problèmes de santé. Et donc, le but des constellations, l'intérêt des constellations, c'est en effet d'aller chercher l'information chez les ancêtres, dans l'enfant intérieur. Et puis là, on y croit, on n'y croit pas, mais on agit aussi sur du karmique. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, et Stéphane Alix, dans ses livres, en parle très très bien. Stéphane Alix, qui est un ancien grand reporter de guerre, hein, qui a écrit plein de bouquins sur le sujet. Mais donc, si on part du principe que le karma existe et qu'on a déjà eu d'autres vies avant de vivre celle-ci, eh bien, en effet, nous sommes influencés par nos vies antérieures. Et donc, on peut aller chercher des informations à ce niveau-là. J'aimerais savoir comment se déroulent vos séances de constellation. Eh bien, comment se déroulent les séances de constellation? Elles se déroulent très bien. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je sais que c'est pas cette réponse-là que tu voulais. En fait, une constellation, il faut le vivre.
Il y en a qui font des constellations individuelles avec des Playmobil, avec des petits personnages. Bon, moi, j'utilise pas d'artifice comme ça, c'est de la canalisation et puis ça envoie, quoi. Ok. Et quand aujourd'hui je fais des journées constellation en groupe sur une thématique, eh bien, les gens apprennent à ce qu'on appelle canaliser. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais tous les jours en séance. Eh bien, là, les personnes, en fait, elles vont comprendre qu'elles vont suivre leur intuition, elles vont ressentir des choses qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent à un jumeau perdu, qui appartiennent à un frère, une sœur, un grand-père, un arrière-arrière-grand-père, à un animal, à un lieu. C'est juste magique, quoi. C'est vraiment des choses à découvrir et que j'adore partager en groupe, quoi. J'habite loin de Nantes, faites-vous des constellations via Skype? Alors, je sais pas, via Skype, je fais via Messenger. Mais après, on peut faire par Skype, hein, c'est exactement pareil, il n'y a pas de souci. C'est comme un jeu de rôle, en fait, ouais, c'est vraiment une scène. C'est vraiment une scène qui va se dérouler devant nous et où les différents protagonistes vont exprimer ce qui va pas, de manière à... Voilà, on enlève les stress, on enlève les colères, on enlève tout ça, et puis on fait des très très belles connexions. Et par exemple, dimanche dernier, le dernier exercice que j'ai demandé aux participants, le dernier exercice que je leur ai proposé de faire, en fait, c'est qu'ils se mettent à 3 et qu'il y ait donc une personne qui se fasse consteller. Donc sa demande, c'est juste d'être connecté avec l'amour de son père et de sa mère. Et donc ça consistait à, il y a une personne qui incarnait le père, mais c'est pas qui incarnait son père, c'est qui incarnait l'amour du père pour son enfant. Même si le père n'a pas forcément été démonstratif, ou même si c'est un papa qui a été méchant, qui a pu battre son enfant, qui a pu être pervers avec son enfant, en fait, il y a une source, il y a une origine d'amour chez chaque parent. Donc j'ai demandé à ce que chacune des personnes qui incarnaient le père et la mère se connectent à cette énergie-là et transmettent cette énergie d'amour à la troisième personne qui était constellée. Et là, c'est juste la magie qui s'opère parce qu'on n'est pas là à vouloir libérer des choses, non, c'est je me reconnecte à cet amour que je n'ai pas eu, pour certaines personnes avec cet amour avec lequel elles n'ont pas été en contact. Et ça, énergétiquement, vous le sentez directement au niveau du cœur, je veux dire, ça vous remplit en fait, c'est comme si ça vous redonnait je sais pas, vous prenez 3 kilos de vitamine C d'un seul coup, quoi. À peu près. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous voulez avoir plus d'infos sur moi, c'est mon site internet, ça s'appelle boostezvous.fr, b2ost-vous.fr. Mon mail c'est contactgp44@gmail.com. Je suis aussi formateur en ce qu'on appelle décodage biologique des maladies, donc c'est l'origine émotionnelle des maladies. Elle est destinée à tout le monde, que vous soyez praticien, thérapeute ou une personne qui n'est pas du tout dans l'accompagnement et dans le soin des autres. C'est de la culture, c'est comprendre pourquoi une maladie exerce telle influence sur nous, pourquoi est-ce que notre corps physique réagit comme ça, et ça peut permettre énormément de déprogrammer pas mal de choses chez vous, quoi. C'est aussi du développement personnel. Ok, merci Mégane, un grand plaisir si tu es contente et satisfaite du live de ce soir. Donc je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent bien venir, qui seront là la semaine prochaine, mercredi soir prochain, 20h, 21h, comme d'habitude. Le sujet, je ne le connais pas encore, en fait, généralement, je le décide quand ça me vient. Voilà, c'est tout. En fonction des séances que je vais faire avec mes clients, et puis en fonction de la vie de tous les jours, voilà, tac, il y a une info qui me vient, je me dis, ok, je vais développer là-dessus. Un grand merci à toutes et à tous, ça m'a vraiment fait plaisir, une fois de plus, d'être avec vous. Merci pour votre participation, vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo évidemment, à la partager sur vos pages Facebook parce que voilà, c'est en replay, c'est en live, tout le monde peut en profiter. Bonne soirée à toutes et à tous et je vous embrasse très fort, à très bientôt.